Alors bonjour à tous et à tous et merci beaucoup d'être parmi nous. Donc pour rappeler le thème aujourd'hui, on va parler des conséquences, un peu des défis des nouveaux médias et aussi comment notre génération et les personnes engagées de notre génération changent ce monde des médias. Et pour préparer cette conférence, on a identifié 3 défis principaux qui créent un changement dans les médias et plus largement dans les entreprises. Le premier, c'est le fait de devoir répondre à une demande de plus en plus croissante de transparence dans les entreprises, notamment sur leur politique interne ou sur les enjeux de durabilité et de responsabilité. Le deuxième défi qu'on a identifié, c'est celui d'éviter que l'engagement écologique des entreprises se transforme seulement en une simple mode qui cherche à répondre aux attentes des jeunes, mais qui ne soit pas un processus pérenne face à l'urgence aujourd'hui de la crise climatique. Et le troisième grand défi qu'on a identifié, c'est la question de l'impact de l'information sur les comportements. Et en fait, on s'est demandé comment les médias peuvent être des acteurs du changement, eux aussi, en informant et en sensibilisant, et aussi avec le fait de montrer des alternatives concrètes et des modèles de résilience face aux crises climatiques. Et du coup, pour échanger sur ces sujets aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super intervenantes et intervenants. Et on espère que ce sera l'occasion de débats constructifs. Et je vais laisser Léna les présenter. Voilà. Donc, tout d'abord, on a Titouan Alain, qui est un jeune diplômé du CELSA journalisme et qui a déjà travaillé dans plusieurs médias traditionnels, que ce soit Télégramme, L'Orient, le Jour, RFI, et en ce moment France Télévisions en journaliste indépendant. Et notamment, en ce moment, tu es sur la mission Bougainville, peut-être tu pourras développer après, mais qui a pour vocation principale, ce que tu nous as fait comprendre, c'est de vulgariser le scientifique sur les enjeux environnementaux. Et donc, c'est ainsi une démarche un peu éco-citoyenne planétaire de découverte, en allant donc vraiment collecter des données en mer. Ensuite, on a Léonard Dermarkarian, qui a travaillé pendant 2 ans en LCP Assemblée nationale, et notamment sur la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France. Donc, vous avez cette casquette aussi journaliste. Et là, récemment, vous faites partie maintenant du média Quota Climat. Vous êtes chargé plaidoyer, qui a pour vocation donc d'améliorer le traitement médiatique des enjeux environnementaux face à l'urgence climatique. Et enfin, nous avons Claire Pétraud, qui est fondatrice du coup des Pépites Vertes, qui est à la fois un média, une académie et une agence, et du coup qui a été créée en septembre 2020, et qui a, comme vous le dites, je reprends vos mots, pour mission de motiver la nouvelle génération à bosser sur la transition écologique. Et donc, vous avez aussi un passé dans la communication, déjà dans plusieurs autres entreprises. Et voilà, c'est à peu près ça pour faire les généralités. Et donc, peut-être pour commencer, une question préliminaire, ça serait peut-être à travers d'un exemple, comment vos engagements s'illustrent, selon vous, dans votre vie professionnelle. Est-ce que ça marche? Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être présents et présentes. Qui parmi vous compte avoir une carrière de communicant ou communicante engagée? Ok. Qui pense que ça va être compliqué? C'est juste. Non, je rigole. Donc moi, c'était mon but. Effectivement, j'ai déjà travaillé dans des organisations sur des fonctions de communication, toujours dans des structures engagées. Ça a été mon choix d'aller dans des organisations déjà engagées et de faire de la com pour elles. Mais je le sais qu'en sortant de CELSA, vous avez plein d'autres options. Et du coup, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai voulu dire aux étudiants et aux étudiantes que c'était possible. Donc, ceux qui trouvent que ça va être compliqué, peut-être, mais en tout cas, c'est possible. Et du coup, j'ai créé un média qui s'appelle Les Pépites Vertes, qui met en lumière mes 1001 métiers de la transition écologique, mais
ici, je vais vous faire une petite confidence. Parmi les secteurs qui m'intéressent le plus, évidemment, il y a celui de la com, des médias, du marketing, parce que c'est de là d'où je viens. Et donc, comment concrètement, moi, au quotidien, j'utilise mes compétences, mes connaissances et ma capacité à raconter des histoires pour la transition écologique, c'est en prenant ce pan-là. Donc, on va peut-être avoir des débats sur qu'est-ce qu'un média et qu'est-ce qu'un journaliste, etc. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis créatrice de contenu, je suis même influenceuse. Gros mot, j'ai mis du mal avant d'accepter ce mot-là. J'ai une communauté sur LinkedIn, Instagram et YouTube qui fait à peu près 70 000 personnes. Et du coup, j'utilise cette compétence de savoir parler, raconter pour dessiner en fait des nouveaux récits de transition écologique qui répondent un peu à certains des enjeux que vous avez parlé en intro. Donc très concrètement, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux toutes les semaines pour raconter les métiers de la transition écologique sur le terrain. Un exemple précis, aujourd'hui je viens de sortir une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'être conductrice de bus électrique versus être conductrice de bus thermique. Qu'est-ce que ça change dans mon job et qu'est-ce que ça change en termes d'impact? Voilà, hyper concret. En fait, je parle même pas d'écologie à mes abonnés, je parle du quotidien. Et ma vision à moi, c'est de dire que si on rentre par des trucs très concrets et pas militants, contraignants, on aura plus de chances d'embarquer le grand public. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, moi, pour le coup, je suis très content d'être là pour une raison toute simple. Le Léonard d'Armarcarian de 2019 aurait aimé avoir un forum de l'emploi engagé. Le Léonard d'Armarcarian de 2019, il a fait un master d'affaires publiques en sécurité et défense. Et je me retrouve aujourd'hui à parler d'enjeux environnementaux. Entre-temps, il y a toujours un fil rouge qui a émaillé mes expériences. J'ai été journaliste, j'ai aussi bossé comme collaborateur politique à la ville de Paris et j'ai été prof d'histoire géo avant. Derrière ces trois métiers un peu différents, il y a globalement le goût des politiques publiques à différents niveaux. Et puis, il y a aussi cette envie un petit peu d'agir sur le destin commun de la société et de partager des connaissances de manière à ce que chacun et chacune puisse s'y investir. Donc, j'ai envie de dire peut-être que le meilleur exemple de mon engagement, c'est le changement de poste récent de journaliste à chargé de plaidoyer chez Cota Climat, qui se concentre sur les médias, mais qui est surtout une association qui est présente comme Claire sur LinkedIn, sur Instagram. On a globalement 3 objectifs. On interpelle les médias sur la manière dont ils parlent d'informations en matière d'environnement. Donc il peut y avoir des bonnes choses, il peut y en avoir des moins bonnes. Nous, sur les réseaux, on essaie de montrer ces 2 volets-là pour pousser tout le monde dans la meilleure direction. On a également une deuxième fonction qui consiste à objectiver, c'est-à-dire à rassembler des données sur un thème, l'environnement, qui polarise aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appréciations différentes autour de l'environnement. Donc on a développé un observatoire là, qui est tout récent, observatoire-média-écologie.fr, c'est le site internet. On raconte justement comment les médias, différents médias parlent de ces enjeux-là. Et puis le troisième, c'est une volonté de réguler par la loi. Et là, pour le coup, je pourrais en parler, mais peut-être plus longuement. Mais on souhaite changer un petit peu les règles du jeu médiatique pour pouvoir plus et mieux parler d'écologie. Bonjour, moi ma situation elle est un peu différente parce que je sors juste d'école. J'ai pas forcément cet engagement aussi prononcé que chez mes 2 confrères, mais moi dans les différents médias où j'ai pu travailler, même à l'école, l'objectif c'était aussi transmettre moi mes intérêts aussi que j'ai, donc qui portent sur l'environnement, la biodiversité, etc. Et donc qui peuvent se retransmettre dans des articles que je peux faire, articles, podcasts, vidéos et compagnie. Donc là, je suis journaliste je suis pigiste, donc en gros, je bosse pour différents médias, en ce moment beaucoup pour France Télévisions. Et quand on est pigiste, on a cette force de proposition. On peut se permettre de proposer aux différentes rédactions des articles qui nous intéressent. Et donc moi, entre guillemets, mon intérêt pour l'écologie, il va plus se développer à ce niveau-là, sur les sujets que je présente, sur les sujets pas que je défends, parce que je suis pas là pour je suis pas militant non plus. Mais voilà, je veux dire, je peux pousser ces sujets pour qu'ils arrivent dans les rédactions et que ça touche un public. Après, je pense qu'on va en parler après au niveau des médias traditionnels, nouveaux médias. On ne touche pas les mêmes publics et il faut voir aussi comment on les touche. Mais donc voilà, mon engagement, il est plus de ce côté-là. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On va passer directement à la première thématique, qui a pour enjeu les liens et les rapports entre la jeunesse et la conscience écologique. Donc d'abord, on observe aujourd'hui que les jeunes utilisent massivement les réseaux sociaux, du moins des supports numériques, pour se mobiliser sur les causes écologistes. Et c'est d'ailleurs un peu ce que vous faites tous, chacun de votre côté, d'une manière différente.
Et donc ma question première, ça serait, selon vous, quelle est l'efficacité de ces plateformes pour sensibiliser et engager les jeunes? Et selon vous, peuvent-elles réellement impulser un changement à grande échelle? Je pense qu'un changement à grande échelle, c'est un peu complexe. Vous me direz ce que vous en pensez, dans le sens où si on a un média qui est engagé, qui va parler d'écologie, qui va parler de... en vrai, ça peut être un engagement sur tout et n'importe quoi. Ça peut être sur le social, sur l'écologie, sur la santé, sur tout ce qu'on veut. On va s'adresser à une population qui, généralement, s'intéresse déjà à ces thèmes. Et on peut vite rester dans une bulle. Et le but, c'est un peu d'élargir cette bulle. Je pense que c'est aussi l'enjeu de mes collègues. C'est essayer d'élargir au maximum les publics. Et donc... changer drastiquement la société, je pense que c'est compliqué. Ça va se faire au fur et à mesure, mais c'est plus complexe que juste, entre guillemets, s'engager là-dedans. Je rejoins. Il y a plusieurs choses dans mon expérience qui me donnent envie de répondre. La première, c'est comment tu peux être écolo et publier des vidéos sur Internet, ça pollue. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont dit ça. Effectivement, l'impact du numérique est énorme. Pour autant, il est vrai que le canal d'information de... Je ne sais pas si c'est que les jeunes d'ailleurs, hein, mais... oui, mais c'était plus pour généraliser. Ouais. Mais... ce sont les réseaux sociaux. Et donc moi, je fais le choix, dans une volonté d'efficacité et d'impact, d'investir les réseaux sociaux. Et tous les créateurs de contenu écolo, on se fait embêter pour les mêmes choses. Et on a pour beaucoup la même stratégie, c'est-à-dire c'est ici que l'information se consomme, donc c'est ici qu'on doit être. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, à l'inverse, je ne sais pas si je dirais notre génération est très écolo, etc. C'est un peu dur de faire des généralités, mais il y a quand même des études qui sont récemment sorties pour dire qu'il y avait quand même une grosse partie de la jeunesse qui était pas loin du climato-scepticisme. Alors pareil, j'ai plus les stats, mais toi, tu les as peut-être. C'est l'ADEME et Parlons Climat qui font du super taf sur ça, et je vous invite vraiment à vous abonner au travail de Parlons Climat. Donc, à l'inverse, moi, je sens depuis 4 ans, un écolo-bashing. Et c'est pour ça que j'essaye de hacker mes contenus et de faire plutôt des vidéos drôles sur les bus à 2 étages électriques que sur la décarbonation du transport et de la mobilité à l'échelle internationale. Il y a d'autres créateurs de contenu qui sont dans cette stratégie-là. Je pense à Johan, le jeune engagé. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent ? Ok, vous pouvez vous abonner aussi. Hyper inspirant. Et puis Gaëtan Gabriel est Vers le Média qui crée du contenu, pareil, de manière décalée et drôle pour aller hacker les audiences par un autre angle. Donc voilà, ma réponse elle est un peu en demi-teinte parce qu'il y a une morosité par rapport à l'écologie. Et en ce moment, mon message, c'est si vous voulez parler d'écologie, ne parlez pas d'écologie. Parlez de bonne santé, parlez de meilleures conditions de vie, de solidarité, de coopération. Mais il y a un petit sujet autour de ce mot écologie. Et je serais assez curieuse peut-être d'avoir ton avis par rapport à ce que vous observez chez Quota Climat. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on constate, et là j'aimerais mentionner une grande étude qui a été réalisée par l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, qui a fait une étude en 2024, mars 2024, et qui montre globalement que le 95% déjà des Français s'intéressent à la formation quotidiennement. 70% parmi les thématiques qui intéressent le plus les Français, 70% des Français sont intéressés par l'environnement. Et paradoxalement, malgré ce grand intérêt, c'est également le sujet sur lequel l'échantillon interrogé, donc les personnes interrogées, indiquent se sentir le moins bien informées. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, il y a un intérêt déjà pour l'information, il y a un intérêt pour l'environnement qui traverse l'ensemble de la société, mais il y a une sensation de se sentir mal informé. Le deuxième point sur le climato-scepticisme, là pour le coup je te rejoins totalement, l'étude que mentionne Claire de Parlons Climat qui est toute récente indique le fait qu'il y a au sein de la population française 39% de population qui s'estime climato-sceptique. Donc le climato-scepticisme, l'étude le détaille, il y a différents niveaux de climato-scepticisme, il y a des climato-sceptiques mous, c'est-à-dire que c'est des personnes qui doutent, mais qui ne sont pas foncièrement hostiles, mais qui ont des interrogations sur les changements en matière de mode de vie. Des climato-sceptiques plus durs, qui eux ont une vraie interrogation à la fois sur la connaissance scientifique en évolution et qui s'est sédimentée désormais pour acter le rôle de l'homme dans le changement climatique. Et toute la population n'est pas climato-sceptique de la même manière. Il y a ce qu'on appelle un effet âge, donc c'est-à-dire que les personnes plus âgées, notamment les boomers, mais c'est une catégorie beaucoup plus diverse parce qu'il y a plein d'exemples dans les médias qui existent notamment, mais la population plus âgée, notamment plus de 65 ans, va être relativement plus climato-sceptique. Le chiffre, c'est 33%.
dans l'étude de Parlons Climat que la population entre 18 et 24 ans qui, elle, est climato-sceptique aux alentours de 25%. Donc on a déjà 8 points de différence. On passe de 1 personne sur 3 à 1 personne sur 4 en fonction de la catégorie de la population. Donc je dirais qu'il y a relativement une connaissance des enjeux environnementaux plus importante au sein de la jeunesse, mais on sent aussi, et ça tu l'as mentionné, et tu dois aussi le constater dans ton travail, on sent une polarisation croissante autour des enjeux environnementaux. C'est-à-dire que les enjeux environnementaux au sein de la population française crispent de plus en plus, et donc il y a vraiment de plus en plus de pôles fragmentés, il y a une fragmentation de la population autour de ces enjeux-là. Donc nous, dans le travail de Quota Climat, très clairement, on se concentre d'abord sur les médias traditionnels, puisque c'est la catégorie de médias référence au sein de la population française. Et on a cet élément notamment qui est indiqué par le GIEC. On croit dans la force des médias pour relayer notamment la situation à la fois scientifique sur le changement climatique, mais pas que ça, la manière dont la société s'adapte, et ça c'est ce qu'on appelle plutôt le journalisme de solution, qui est un nouveau pan de communication qui est en train de se développer. Donc nous, globalement, on travaille sur tous ces enjeux-là, et avec les acteurs avec qui on travaille, là par exemple j'étais au groupe M6 juste à côté avec qui j'ai échangé sur ces sujets-là, le but c'est vraiment de favoriser ce qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire la volonté de la part des acteurs de se saisir de ces sujets-là, et j'ai parlé de la loi tout à l'heure, la volonté de traduire ça dans la loi de manière à ce que tout le monde ait un cadre commun qui permette d'élever le standard de qualité en matière de traitement des enjeux environnementaux. Merci. Peut-être s'il y a déjà des questions dans le public ou pas. Non. Ok. Bon. Merci beaucoup pour vos interventions. Du coup, on va passer au deuxième point qu'on voulait aborder. C'est plutôt sur la place des nouveaux médias et des nouveaux modèles, du coup, comme les Petites Vertes et Quota Climat, et la place plus largement des engagements écologiques au sein des entreprises. Donc, la première question qu'on se posait, c'est comment, selon vous, les entreprises qu'on appelle aujourd'hui à impact, ou les médias à impact, donc pour revenir sur ce terme, c'est des entreprises qui s'engagent sur 3 points principaux, donc un engagement social, un engagement écologique et un engagement pour le partage du pouvoir et de la valeur. Peut-être que vous pourrez détailler, vous, comment ça s'applique à vos entreprises. Du coup, comme Quota Climat et les Pépites Vertes, comment ces entreprises elles se placent par rapport à des structures plus traditionnelles, comme France TV, du coup, et comment pensez-vous que soit ça leur crée une concurrence ou au contraire ça leur permet d'enrichir leurs pratiques et comment ces entreprises fonctionnent entre elles? Est-ce qu'il y a une influence ou est-ce qu'il y a une concurrence? Voilà. Vas-y, c'est totalement ton sujet. Donc moi j'ai créé les Pépites Vertes en sortie de confinement en 2020. Lorsque pendant le confinement, je recevais énormément de messages d'étudiants et étudiantes qui me disaient mais comment on fait pour trouver un job à impact justement, et que j'ai réalisé que le contenu pouvait être une de mes manières de répondre à ce problème-là. Je me suis lancée sur YouTube, ça n'a pas du tout marché, n'allez pas regarder mes vieilles vidéos, c'est affreux. Et après j'ai décalé sur Instagram et LinkedIn. LinkedIn, je ne pensais pas que ce serait une plateforme vidéo, et en fait c'est vraiment en train de le devenir. Et au fur et à mesure de mon aventure, moi j'ai fait des études de communication à Sciences Po. J'avais aucun bagage sur le financement. Évidemment, j'avais eu quelques cours du financement des modèles émergents, mais en général, c'est fait par des gens qui ont lancé des médias il y a 12 ans, donc ça marche plus trop. Donc il a fallu les inventer, il a fallu inventer le modèle. Et en fait, très vite, comme je vous l'ai dit, je suis juste devenue une influenceuse green, quoi. Et donc là, on commence à avoir les premiers partenaires corporate qui nous disent « ça coûte combien pour faire une vidéo marque employeur avec vous ?» Et là, on ne sait pas comment gérer ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris, je me suis entourée pour savoir comment je gérais ce sujet du financement de mon média, comment je m'assurais, et ce n'est pas évident, avec tout le brand content que je fais, de ne pas devenir une plateforme de bus Keolis, avec tout l'amour que j'ai pour les bus Keolis. Et donc, c'est pas évident. Ma réponse, elle est que c'est pas évidente. Elle est en plus de ça que business et impact, en fait, il y a des croyances collectives, et ça, c'est lié à chacun et son rapport à l'argent, mais personnellement, je suis fille de fonctionnaire, donc c'était hyper dur pour moi d'imaginer que j'allais avoir un modèle économique associé à une utilité sociétale et environnementale. J'ai eu besoin de débunker ça.
Il y a le mouvement Impact France qui est au forum et qui m'a vraiment aidé en termes de vision, et tous les entrepreneurs du mouvement Impact France à Impact qui ont eu le culot d'inventer des nouveaux modèles économiques qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand tu me présentes, j'ai une partie média, une partie agence. Et donc moi, j'ai assumé le fait que dans ma création de contenu, il y a une partie de mon contenu qui est en brain content, et ça me permet de financer mes autres vidéos. Ou alors, j'ai un format de sponsoring où là, je vais aller chercher des organisations qui ont la mission et la compétence de l'orientation, comme par exemple l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et qui là n'ont pas d'enjeu de positionnement de leur marque, mais bien de réalisation de leur mission. Et donc, je deviens comme une micro-agente pour eux de réalisation de leur propre mission. Ça, c'est sur la partie modèle éco, et n'hésitez pas à poser des questions sur ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est trop tabou. Et sur le sujet de l'information et du contenu, c'est hyper important que des étudiants du CELDA sortent en ayant compris la complexité des enjeux. Deuxième chose, est-ce que France Info est mon concurrent? Non, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas trop peur de moi. Ni Brut, ni l'étudiant. Mais c'est pas évident de travailler avec les gros. Moi, j'ai quand même été très soutenue au début par 20 minutes, qui m'avait mise en lumière pour mon premier tour de France, où j'avais été rencontrer 6 pépites dans toute la France. Et ça s'est toujours fait à coup de cœur relationnel avec des journalistes qui croyaient en l'émergence de mon média et qui avaient envie de me soutenir. Donc ma réponse, elle est toujours... En fait, ça dépend des humains, plus que des noms des boîtes. Pareil avec l'étudiant, je pense que je vais y arriver. Ça fait quelques années que je les travaille au corps pour faire un partenariat ensemble. Les EcoStart aussi, j'ai quand même réussi à faire des partenariats. Mais tout ça, c'est du relationnel et ça prend beaucoup de temps. Et c'est jamais concurrence en mode on se fait peur. C'est toujours juste des sujets, encore une fois, de modèle éco et de temps et de ressources humaines. Donc voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ces médias-là, nous, on a une grande chance, c'est qu'on est hyper agile. On est hyper agile, on peut faire très vite les contenus, on n'a pas besoin de faire valider par 12 000 personnes, N+12, les process et les contenus. Et donc, ça nous rend quand même, en termes de positionnement, plus réactifs, plus capables de faire des trends, des carousels, de s'adapter à comment ça marche Instagram, etc. par rapport à d'autres médias qui nécessitent d'avoir de la Gen Z aux commandes pour s'autoriser, je pense, à faire des contenus plus Gen Z friendly. Mais peut-être tu me challengeras sur ça. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. Enfin, je ne pense pas qu'elle existe vraiment, cette concurrence entre nouveaux médias et médias traditionnels, dans le sens où je pense que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le JT. Et je pense que même dans notre classe, en journaliste, c'était pas le média qu'on regardait le plus, honnêtement. Je pense qu'on était plus tourné vers les nouveaux médias, alors plutôt journalistiques, mais plutôt tourné vers ces médias. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une concurrence. Je pense que les contenus ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Les médias, les nouveaux médias, forcément, ils ont un impact beaucoup plus important sur les nouvelles générations. Et ils savent, comme tu dis, ils savent pas mieux le faire, mais il y a une fluidité, et puis ils savent vraiment parler aux jeunes. À la rigueur, chez France Télévisions, si ça sait se faire, c'est plus France Télé Slash qui, eux, ont abordé ce tournant et qui parlent d'environnement, de questions sociales, de questions économiques et de questions culturelles aussi, et qui savent s'adapter, enfin, je pense, après vous me direz si vous êtes d'accord, mais qui savent s'adapter plutôt aux jeunes. Et alors, c'est peut-être pas forcément aux collégiens, lycéens, peut-être déjà, c'est des jeunes qui ont fin lycée, début d'études. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. En tant qu'association, nous, Quota Climat, sur ce rôle justement des nouveaux médias, des médias sociaux par rapport aux médias traditionnels, nous, on est un peu sur les deux jambes. On s'intéresse principalement aux médias traditionnels, mais les réseaux sociaux sont essentiels pour qu'on puisse communiquer sur l'action effectuée par Quota Climat, notamment en matière d'interpellation. Donc, des personnes sont déjà abonnées à au moins une page sur Instagram ou LinkedIn de Quota Climat? Oui, quelques-uns. N'hésitez pas à lever la main, il n'y a pas du tout de jugement ou quoi. Ok, quelques-uns. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est que nous, on constate déjà dans la manière dont l'information circule une porosité entre réseaux sociaux et médias traditionnels. Un extrait au hasard, un extrait de Pascal Praud sur CNews va se retrouver assez rapidement sur les réseaux sociaux. De la même manière, un très bon reportage, un extrait de reportage intéressant
à la télé ou à la radio peut aussi se retrouver très vite sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, des organisations, des gros médias comme Radio France ou même France Télé sont en train d'opérer un vrai tournant digital dans la manière de raconter leur contenu. Je pense à France Inter, je pense à France Culture, je pense à France Info qui est sur Twitch maintenant. Donc il y a ces ponts qui sont en train d'être créés. L'interrogation que j'ai pour le coup, c'est que nous, clairement, à travers LinkedIn, on peut toucher une communauté qu'on ne parvient pas nécessairement à toucher en dehors. LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc nos interlocuteurs sont une population à la fois plus grande que sur Instagram. Nous, on a 70 000 abonnés sur LinkedIn, on en a 15 000 sur Instagram, mais on a aussi beaucoup plus de personnes provenant du monde professionnel. Et donc là, pour le coup, les échanges qu'on peut avoir sur LinkedIn vont être totalement différents de ceux qu'on peut avoir sur Instagram. On va beaucoup plus mettre en valeur auprès des professionnels. Là, par exemple, vous pourrez creuser, on a mis en valeur un très bon reportage de TF1 qui a consacré 7 minutes à ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire en gros les grands éléments de la biodiversité et des capacités, des caractéristiques de la Terre qui peuvent être mises en danger avec le réchauffement climatique. TF1 a innové dans sa manière de raconter cette info-là, on l'a salué, et donc on a eu des échanges notamment avec TF1 à cet égard-là. Donc pour résumer, il y a une porosité entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux qui fait que nous, on s'y intéresse. Et il y a également un enjeu de communication en tant qu'association via les réseaux sociaux pour parvenir à des changements structurels au sein de l'écosystème médiatique. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a peut-être une chose qui va changer aussi dans les prochaines années, c'est que les jeunes qui consomment des médias, des nouveaux médias actuellement, c'est les futurs rédac-chefs qui vont rentrer dans les rédactions qui vont être à la tête de rédaction dans 5-10 ans. Et généralement, ces jeunes journalistes, ils sont actuellement, comme dans mon cas, pigistes. Donc en fait, là, c'est marqué journaliste France Télévisions, mais je peux autant bosser pour France Télé que je peux bosser pour un média vraiment typiquement web, un média de presse écrite, etc. Donc je pense qu'il va y avoir aussi peut-être une bascule à un certain moment. Est-ce que ça sera trop tard ? Je ne sais pas si ça sera trop tard, mais bon. Il y aura sûrement une bascule du coup des jeunes qui ont été influencés par tous ces médias, ces nouveaux médias, vers les médias traditionnels, et ça risque de changer des choses. Mais bon, je pense que ça s'est déjà fait aussi sur d'autres questions précédemment, et je ne sais pas si ça a eu vraiment un impact. Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Du coup, on va passer à l'autre question que j'avais sur ce point. Je pense que vous avez déjà commencé à y répondre, mais c'était le fait du traitement de ces informations sur l'écologie dans vos différents métiers. Donc en fait, on a commencé à y répondre, mais c'est l'idée que en tant que journaliste ou en tant qu'influenceuse travaillant dans les médias, vous partagez une information qui doit être objective, mais aussi inspirante. Et justement, vous devez un peu contourner cette infobésité, si je peux utiliser ce terme, au quotidien pour garder de la visibilité sur vos contenus. Et du coup, on se demandait vraiment dans les techniques comment vous faites pour contourner un peu ces défis-là, d'un surplein d'informations, en particulier sur les enjeux écologiques et climatiques. Qui commence ? Nous, sur cet enjeu-là d'infobésité, je reviens à nouveau. En fait, le meilleur exemple, c'est l'objet qu'on est en train de préparer, qui est une proposition de loi qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, qui a été préparée avec une autre association qui s'appelle l'Institut Rousseau, qu'on a porté à travers depuis globalement plus d'1 an et demi, qui a reçu le soutien de différents groupes parlementaires de gauche comme de droite à l'Assemblée. Et il y a un constat commun, en tout cas, autour de cette question de l'information, qui est aujourd'hui défaillante structurellement, qui pose différentes conséquences. Vous avez peut-être tous et toutes vu la manière dont on parlait des inondations qui ont eu lieu à Valence et les mots qui ont été employés par certains médias. Ce qui ressortait notamment dans cette augmentation de la couverture médiatique des enjeux environnementaux, c'était qu'on en parlait plus, mais les mots qui étaient employés ne poussaient pas à l'action. Si vous prenez par exemple les reportages du Monde qui sont allés sur place, c'était Valence, après les inondations, le chaos et la désolation. Donc il y a un enjeu non seulement de parler des enjeux environnementaux, mais aussi de trouver les bons mots pour favoriser le passage à l'action ou une forme de conscientisation de ces enjeux-là. Donc nous, en tout cas, à travers la proposition de loi qu'on défend et dans les échanges qu'on a avec les acteurs du secteur, c'est d'essayer de renforcer une information
sur à la fois les constats liés aux crises environnementales, mais également de stimuler dans les rédactions, et donc là on fait face à un autre problème qui est à la fois, et je l'ai vécu en tant que journaliste, une difficulté de formation sur les enjeux environnementaux, et plus encore dans une carrière professionnelle, une difficulté et que vous serez aussi peut-être soumis, mais une difficulté de formation continue. On peut être diplômé aujourd'hui en 2019 ou en 2024, l'évolution des connaissances dans une société hyper connectée, en très forte évolution, c'est parfois que certaines informations et connaissances soient obsolètes quelques années après. Donc il y a tout cet enjeu, quels que soient les secteurs, d'ailleurs communication également, RSE, il y a cet enjeu de comment est-ce qu'on continue à se former pour être à jour sur des sujets qu'on est obligé de traiter et de les tourner finalement non plus vers l'action et vers le futur. Donc nous, c'est ces enjeux-là qu'on essaie un petit peu de toucher du doigt à travers la proposition de loi qu'on espère défendre très prochainement à l'Assemblée nationale pour contribuer à insuffler justement une nouvelle dynamique au sein des médias et de passer de bonnes volontés individuelles à une systématisation d'actions collectives. Il y a deux choses. Et même si tu l'as dit, je vais le redire, s'informer, se former, c'est une énorme responsabilité pour les personnes qui s'apprêtent à parler des enjeux environnementaux. Je suis arrivée sur ce sujet-là, j'y connaissais rien, j'ai fait un master com, puis après un peu d'inno à Télécom Paris, donc vraiment j'avais aucun bagage. Et j'ai eu la responsabilité d'aller m'auto-former, de lire, de faire des fresques du climat, de comprendre ses limites planétaires, de m'inspirer de théories du donut, vraiment de cartographier la complexité des enjeux, de vivre une bonne grosse dose d'éco-anxiété de fait, et de me dire, du coup, maintenant que je sais comment je contribue et comment je raconte, effectivement. Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, parce que vous avez bien entendu que depuis 4 ans, je change ma manière de faire mes contenus. Quand il y a une plateforme qui ne marche pas, je vais ailleurs. Quand je sens qu'il y a un mot qui ne marche pas, j'en dis un autre. Mais je pense, du coup, ouais, que on a une responsabilité à rester en veille et en vigilance sur qu'est-ce qui est bien reçu et encapacitant pour les citoyens. Et pour le coup, pareillement, autre ressource, Quota Climat, qui fait Quota Climat, oui, parlons climat, qui fait un gros travail sur la sémantique et qui, grâce à un gros travail de recherche, nous explique des mots qui fonctionnent pas, comment les remplacer, etc. Donc, les mots comptent. Et ma dernière chose, c'est ma technique à moi depuis 4 ans, pour le coup, c'est de faire incarner les sujets par des pépites vertes. Donc j'ai donné la parole à plus de 100 jeunes qui travaillent sur le terrain, dans toute la France, des boulangers, des consultants en transformation, une agricultrice, enfin vraiment tout le monde. Et je trouve que faire incarner dans le réel et dans les territoires cette transition écologique, ça leur opérationnelle et humaine, parce que jusqu'ici, moi je suis un peu triste du fait qu'on ait rendu froid ces enjeux, comme si on parlait, vous vous rappelez quand on nous parlait de trous de la couche d'ozone quand on était tout petit, on a l'impression qu'on nous parle des papillons, de la biodive. Évidemment, c'est hyper important la biodive, mais le sujet, c'est la responsabilité des humains et comment on fait incarner par les humains ces enjeux de transformation écologique. Et donc, je trouve que la mise en récit, le storytelling et la capacité à raconter des histoires qui mettent en mouvement vers une vision commune plus juste et plus durable, c'est très important et qu'on l'a un peu sous-estimé jusqu'ici. Je vais rebondir sur 2 choses, sur le fait que les mots ont une importance vraiment fondamentale et sur le fait d'incarner les sujets. Je vais juste parler de la mission Bongaville. Donc c'est une mission que je vais suivre une mission scientifique que je vais suivre pendant plusieurs mois. Pour la faire simple, c'est 6 étudiants scientifiques qui sortent d'études à la Sorbonne, qui embarquent sur des navires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et autour de la Réunion, pour étudier ce qu'on appelle le microbiome océanique et son impact sur l'environnement. Dit comme ça, c'est pas sexy. Enfin, je veux dire, étudier le microbiome océanique, on imagine ce que c'est si on s'intéresse un petit peu, mais on voit pas vraiment ce que c'est. Et là, tout le défi que je vais avoir entre guillemets, c'est qu'à travers les différents médias pour lesquels je vais devoir travailler, je vais pouvoir travailler, parce que c'est moi qui propose les sujets aux différentes rédactions. Le but, c'est de rendre un petit peu sexy ce sujet, quoi. C'est expliquer pourquoi le plancton, déjà qu'est-ce que c'est le plancton? On imagine un truc tout petit, c'est pas forcément ça. Pourquoi le plancton, c'est important? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il évolue? Qu'est-ce qui change depuis quelques années, etc. Donc tout l'enjeu, ouais, c'est d'utiliser les bons mots et entre guillemets appâter un petit peu les gens, sans changer l'information, sans changer
drastiquement les choses, c'est aussi rendre plus accessible. Parce que vraiment, le microbiome océanique, je suis désolé, mais personne ne s'y intéresse. J'espère que vous vous intéressez pas assez, mais c'est pas un truc vers lequel on va aller instinctivement. Donc là, le but, c'est aussi, entre guillemets, attraper les gens. Et donc voilà, c'est ce que tu disais. En l'incarnant, moi, par exemple, je vais suivre ces étudiants. Et le but, c'est aussi d'incarner tout leur travail. Ils sont partis d'étudiants scientifiques qui sortent de la Sorbonne, et là, ils vont se retrouver à l'autre bout du monde, sur des navires militaires, pour étudier le plancton. Il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est un peu une aventure exceptionnelle pour eux. Et donc, ça peut aussi donner des idées aux gens. Si on vend bien la chose, ça peut donner des idées aux gens et montrer que on peut faire des grandes choses en ayant un destin, entre guillemets, commun de base, quoi. Merci. Du coup, on va passer à la troisième thématique qu'on voulait aborder pour conclure cette table ronde. C'est donc les problématiques autour du greenwashing auxquelles peuvent faire du coup les médias et les nouveaux médias qui sont axés du coup sur les enjeux environnementaux, qui est du coup votre cas. Et donc pour rappel, on appelle greenwashing la manière dont certaines organisations ou entreprises utilisent l'argument écologique à des fins marketing et commerciales. Et d'où ma question. Comment, selon vous, les médias peuvent-ils contribuer à lutter justement contre ce greenwashing, tout en évitant d'être justement complices de cette pratique ? Qui ici est familier avec le greenwashing ? Vous avez eu des cours un peu ? Ouais. Comment éviter le greenwashing d'après vous ? Éviter le greenwashing. Ouais. Ouais, grave. D'autres ? Ouais. Ouais, is no good. Mm. Carrément. Il y a beaucoup de parties prenantes dans la création d'un contenu en partenariat avec une marque. Il y a l'influenceur, son agence, l'agence du client, le client, et chez le client, je vous laisse imaginer le nombre de personnes. Il y a la RSE, il y a la com, il y a la DRH, enfin bref. Et donc du coup, c'est vraiment hyper important de comprendre la complexité des parties prenantes. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse et qu'il y a du greenwashing et que c'est parce que c'est complexe qu'on le laisse faire, mais c'est juste hyper important de se rendre compte du coup où se prennent les décisions et comment on crée un rapport de force où en fait le créateur il arrive devant l'agence, etc., avec des conditions et surtout des informations et de la formation pour pouvoir dire go, no go à un partenariat de marque. Et personnellement, je suis passée par là et je trouve ça éreintant, alors que je suis une influenceuse green. Donc, il faut savoir que pour les autres créateurs, et grâce au travail super de Amélie Deloche et Paye ton influence et Post Influence, il y a des créateurs qui sont affichés pour des sujets de greenwashing, mais elles font aussi de la sensibilisation pour les aider à éviter de faire du greenwashing, simplement parce que c'est pas inné pour tout le monde de ne pas se faire avoir. Et donc, comment ne pas se faire avoir ? Alors, il y a la RPP, l'Agence de régulation publique de la publicité, qui a sorti un certificat influence responsable et qui essaye de faire certifier un maximum de créateurs de contenu jusqu'à Léna Situation, même si elle a quand même fait son anniversaire sur l'avion et qu'elle a le certificat. J'adore Léna, donc c'est pas un sujet. Mais bref, donc du coup, voilà, il y a des agences et des instances qui sont là pour aider la creator economy à se former et à monter en compétences. Il y a des acteurs qui vont former les agences, parce qu'il y a quand même beaucoup qui se jouent dans les agences.
Et puis ensuite, il y a nous qui essayons de faire du mieux qu'on peut. Donc moi, pour redonner mon exemple un client arrive et me demande est-ce qu'on peut faire un contenu sur la mobilité, je vais devoir aller creuser. C'est quoi la mobilité, l'impact de la mobilité? Si je dois parler de chiffres, qu'est-ce que c'est? Ça représente combien de pourcents d'émissions à l'échelle mondiale? Donc moi, je suis hyper exigeante avec mes clients. C'est un peu un gros travail en général, mais en fait, ça les aide eux-mêmes à bien connaître leur sujet. Et en général, ça crée des contrats de confiance de ouf. Je travaille aussi beaucoup comme ça avec la Banque Postale. Et en fait, du coup, on devient des partenaires dans la manière de créer les contenus parce que ni eux, ni nous n'avons envie de faire du greenwashing, n'avons envie de trahir les audiences. Et en plus de ça, moi, j'ai une communauté très engagée qui ne me laisserait pas faire une erreur. Et donc, j'ai la responsabilité de ne pas en faire. Et si j'en fais une un jour, eh ben, je dirais pardon. Et c'est pas grave, je ne m'empêche pas non plus de dormir la nuit. Ça m'est arrivé, bien sûr. Donc voilà, hyper complexe. Et en même temps, c'est notre responsabilité que de conscientiser et de s'autoriser à monter en compétence année après année. Sur cette question du greenwashing, nous, chez Quota Climat, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, il y a une évolution dans les médias qui est palpable. C'est le rôle, par exemple, des médias par rapport à leurs annonceurs. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu lors de vos cours, la situation des médias, notamment économiques et financières, est compliquée. Elle est compliquée notamment parce que le secteur de la publicité et des annonceurs a énormément évolué depuis le début des années 2010 avec l'essor des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et la conséquence, en fait, c'est que les médias, par rapport à ces nouveaux concurrents, perdent des ressources financières. Si on perd des ressources financières, on perd des possibilités de développement. Si on perd des possibilités de développement, on développe du coup une information potentiellement, à certains égards, minimale, ou en tout cas, il y a une contrainte budgétaire qui est de plus en plus importante dans la manière de raconter des histoires, faire de l'investigation, etc. etc. Nous, chez Quota Climat, on a pu mettre en valeur et on essaie de rappeler aux médias leur rôle de contre-pouvoir face à des discours souhaitant embellir la situation de certains acteurs économiques. Notre point de vue, c'est que le but n'est pas d'empêcher certains acteurs de tenter de défendre leur action. Le but est plutôt de rappeler aux journalistes leur rôle face à certains discours, de les contrecarrer. Le meilleur exemple, ça a été une interview de Patrick Pouyanné dans Sud-Ouest au début septembre, où Patrick Pouyanné, sans contradiction de la part du journaliste, expliquait comment est-ce que Total était, pour faire simple, l'acteur le plus engagé dans la transition écologique en France. Nous, face à ça, ce n'est pas l'existence de cet échange qui est problématique, c'est le fait que le journaliste endosse le discours développé sans élément de contradiction. Et nous, on croit à ce rôle à la fois parce que les médias représentent la société et contribuent à l'information de toute la société. Ce rôle du contradictoire, ce rôle du contre-pouvoir est essentiel pour favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est le premier point. Sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est notamment une page... Qui a LinkedIn ici déjà? Ok. Bon, vous pouvez déjà... vous pourrez retrouver cette page. C'est une page qui s'appelle Ratio Climat. Ratio Climat, c'est une page qui recense différentes publications sur LinkedIn où, lorsque un contenu est produit, le nombre de commentaires adossés, le nombre de likes adossés à un commentaire est plus important que le nombre de likes sur la publication. Et donc, l'une des stratégies effectuées par certains influenceurs, je pense par exemple à Bonpote, que vous devez peut-être connaître, assez engagé sur les questions d'enjeux environnementaux, ça va être carrément, ou Jean-Marc Jancovici même, ça va être d'aller confronter directement les entreprises ou des acteurs de secteur dans la production de leur contenu pour mettre en valeur certaines insuffisances constatées, factuelles, par rapport à des études de leur action en matière d'enjeux environnementaux. Donc moi, j'en identifie à peu près ces deux derniers éléments. Et la dernière évolution en date, quand même, qui est en train de s'opérer sur les annonceurs, justement, c'est qu'il y a du changement. Le Guardian, depuis 2020, refuse des publicités liées aux industries d'énergie fossile afin de ne pas nécessairement avoir d'intérêts liés avec des acteurs qui ne contribuent pas à la transition écologique. Le greenwashing, quand on est journaliste et qu'on va beaucoup sur le terrain, on y est confronté vraiment très 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 souvent, de la part par rapport aux entreprises qu'on rencontre, par rapport aux institutions qu'on rencontre également. Alors c'est un greenwashing, mais c'est allé aussi pour plein d'autres choses, sur plein d'autres aspects. Mais donc on est confronté à ça. Et comme tu le disais, le but du journaliste, c'est aussi de s'informer et vérifier si ce qui est dit
est vrai ou si ça cache pas vraiment un truc derrière un peu louche, quoi. Et le problème, comme tu dis, c'est que des fois, il n'y a pas de contre-discours. Ça se voit notamment dans les chaînes d'information continue, pardon, les chaînes d'information continue où les journalistes sur le plateau ne sont pas forcément tous habilités à répondre à ce qui peut être dit, à tout ce greenwashing qui peut être fait. Et donc là, la seule solution qu'il peut y avoir, c'est du fact-checking juste derrière. C'est les médias qui viennent vérifier si ce qui a été dit a du sens, s'il n'y a pas du greenwashing, si ça ne cache pas vraiment plein de choses. Le problème, c'est que le fact-checking, ça arrive généralement 24 heures, voire 48 heures après. Et les gens, ils ont vu l'extrait, c'est peut-être rentré dans leur tête. Donc le fact-checking, il a un impact, mais c'est assez léger. Enfin, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut le retirer, justement, c'est très important, mais ça a moins d'impact que ce qui est dit en direct. D'où la volonté, en tout cas nous qu'on souhaite développer chez Quota Climat et avec qui on a plusieurs échanges avec différentes rédactions, mais d'où la volonté de favoriser la formation continue et l'appropriation des enjeux environnementaux auprès des journalistes de manière à ce qu'ils et elles soient en capacité à l'instant T d'être capables de faire appel à leur esprit critique et de pouvoir interroger la vision développée dans un discours. Ouais, parce que juste pour préciser, une fois qu'on a quand même en tête les enjeux, les ordres de grandeur et encore une fois le complexe de l'imbrication, le systémique de tout ça, c'est beaucoup plus facile de challenger sur les sujets plutôt que quand on n'est juste pas l'info. Donc je sais que ça fait 5 fois qu'on le dit, mais la formation c'est très important. Merci beaucoup du coup pour avoir abordé avec nous ces 3 points. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des questions? Oui, Inès. Moi, j'ai une question. Est-ce que selon vous, il faut parler d'écologie politique et même peut-être de convergence des luttes? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment rester sur parler d'une écologie plutôt molle qui parle un peu à tout le monde? Et comment est-ce que vous arrivez à créer un contre-discours, un contre-pouvoir, et puis même faire venir de nouveaux récits? C'est quoi un peu votre vision? À qui s'adresse la question? Ma réponse est une question. Quelle est l'intention? Quelle est ton intention? Sensibiliser en masse au grand public, je pense qu'encore une fois, pour des enjeux de marketing et de sémantique, il faudra être vigilant aux termes utilisés. À l'inverse, ouvrir la fenêtre d'Overton et continuer à pousser des sujets de manière militante, radicale, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez traités politiquement parlant. Je comprends du coup que le discours soit plus politique. Je donne un exemple, et encore une fois je suis nulle, je dis des stats que je ne les connais pas, mais je crois que c'est sorti que l'impact des militants qui balancent de la sauce tomate sur des œuvres d'art dans un objectif de sensibilisation a un impact négatif sur la vie du grand public par rapport aux actions écologistes, et que de fait ça nous fait perdre des points au mouvement global qui encore une fois n'a pas de vision commune, donc c'est compliqué. Mais du coup tu vois, il y a toujours une question de quelle est l'intention, quel est l'impact voulu auprès de qui, et en fonction tu trouves tes réponses. Ouais, moi, je pense que je te rejoins sur le fait que ça dépend vraiment à qui est-ce que tu veux t'adresser. Si tu vises vraiment un public large, ça peut être complexe. On revient sur la question des bulles. C'est vrai que quand on est vraiment engagé dans ces questions-là, quand on est vraiment engagé dans ces questions-là, on peut constater une écologie molle ou une écologie qui n'est pas assez poussée. Par contre, quand on parle à un grand public, ça, comme tu dis, certains discours peuvent freiner les gens et même être contre-productifs. Donc je pense que c'est complexe comme question. Je ne sais pas si on a toutes les clés pour y répondre. Mais, voilà. Ouais, juste rapidement sur les écologies molles, climato-sceptiques mous, durs, comme j'ai employé tout à l'heure. La vraie question, au fond, c'est plus l'information sur les enjeux environnementaux sera vaste et utilisée par différents médias, plus les points de vue différents pourront se développer. Mais ces points de vue-là doivent se faire. Aujourd'hui, on estime, le cadrage sur les enjeux environnementaux se polarise.
Et selon nous, la solution, en fait, c'est non plus d'axer notamment une partie de l'information journalistique sur les solutions. Le débat aujourd'hui doit se porter davantage sur les solutions que sur certaines stratégies qui visent justement toujours à instiller le doute et donc qui continuent à fracturer la société. Je ne sais pas s'il reste encore une dernière question ou s'il y en a d'autres. C'était concernant les politiques publiques, ou en tout cas les acteurs politiques. Vu que vous avez un accompagnement de ces personnes pour qu'elles mettent en action des choses, ou en tout cas qu'elles comprennent davantage les sujets environnementaux tels qu'ils sont. Quel est le contact que vous avez? Est-ce que vous ressentez dans ces expériences des changements de mentalité ou une représentation telle que, comme vous l'avez parlé, au niveau de la polarisation de la société, au sein même de ces pouvoirs qui agissent? Je vais peut-être répondre. Le meilleur exemple, c'est la proposition de loi de Coda Climat a été présentée à l'Assemblée nationale il y a 2-3 semaines. Différents représentants de médias étaient là, Arte, RFI, M6. On était le 13 novembre. Nous, on a sorti un observatoire des médias sur l'écologie le 7 novembre. Ça avait 6 jours. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les représentants de ces médias-là ont pris la parole et en parlaient comme s'il existait depuis déjà 2 ans. Donc, ce qui est frappant à travers la création de cet outil-là, que je vous invite à aller voir, nous, notre initiative, ça a été vraiment de contribuer à une objectivation des données en matière d'écologie dans les médias, de telle sorte que la volonté de polarisation soit un peu coupée court et que chacun et chacune puisse constater, médias, citoyens, citoyennes, autres acteurs, puissent constater de comment est-ce qu'on parle vraiment d'un sujet qui crispe. Donc, les échanges qu'on a, globalement, on sent un intérêt vraiment important, mais on sent aussi des questionnements sur comment contribuer au changement. Oui, il y avait aussi juste derrière... J'avais une question parce que du coup votre rôle c'est plutôt d'informer là en tant que média. Je pense qu'on à quel point est-ce que vous pensez que l'information peut pousser à l'action? Parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en accord avec ces questions-là, mais qui au final elles disent pas. C'est une question complexe en vrai. Une question complexe. Je ne sais pas si j'aurai toutes les clés en fait pour y répondre. Comment pousser les gens à agir, c'est ça, par rapport à l'information? Je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la question des bulles, elle est vraiment importante et quand on s'adresse forcément à une population qui est intéressée par ces questions-là, forcément il y aura des actes qui vont déboucher. Si on s'intéresse à une population plus globale, ce que tu disais, c'est entre guillemets mettre une base stable d'informations sur l'écologie, sur sur n'importe quel thème, pour que les gens agissent et que ça progresse, mais que ça se fasse progressivement justement. Je ne pense pas qu'il y aurait forcément un à-coup, quelque chose qui va vraiment changer les choses. Peut-être que certains événements le font. Tu parlais tout à l'heure de Valence. Ça éveille quand même les consciences. En France, on a eu des choses un peu similaires avec, c'était il y a 2 ans, sur les grands incendies, les grandes sécheresses. Ça bouge aussi les choses, mais c'est pas forcément le média qui fait que ça bouge, c'est que l'information est tellement importante. Oui, si le média ne la met pas en avant, forcément, il n'y aura pas d'acte. Mais c'est plus l'information à elle-même qui va faire bouger les choses, je pense. Qui est écolo, là? Ok. Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement? Ouais. Ouais. Il y en a d'autres qui veulent partager? Ça t'a fait ressentir quoi de comprendre ça? C'est QFD. L'information, elle est indispensable, mais si elle était suffisante, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé le problème. C'est les émotions associées et ta capacité à transformer cette émotion en action
qui va faire qu'on permet le mouvement collectif. On va ressentir de la peur. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette peur? Est-ce qu'elle nous tétanise parce qu'on est des personnes tétanisées par la peur, ou est-ce qu'on est des personnes mobilisées par la peur? On va ressortir de la colère. Est-ce qu'elle nous isole parce que nous, en tant que colériques, on a envie de s'énerver contre tout le monde, ou alors la colère est un fuel pour nous? Moi, mon émotion, c'est la joie et c'est la beauté du vivant, et c'est me dire c'est pas possible, on peut pas. Tout à l'heure, je me moquais des papillons, mais j'adore les papillons. On peut pas laisser partir ces papillons. Je veux sauver les papillons, et donc je me suis mise en mouvement. Mais en fait, l'information, elle est insuffisante. Ce qui compte, c'est ton driver de motivation. Qu'est-ce qui va faire que tu te mets en mouvement? Pourquoi tu achètes un truc et tu n'achètes pas un autre? C'est de la psycho, c'est du market, c'est des sciences sociales, c'est de la philo. Et c'est tout ça en même temps. Et c'est en ça que, du coup, la transition écologique, elle est concernante pour tout le monde et toutes les personnes qui cherchent à contribuer. Parce que l'info, c'est la base de la base, mais c'est jamais suffisant. Ouais, juste pour terminer très rapidement, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Et je dirais du coup à la fois les deux mots peut-être pour clore, c'est information et culture. C'est-à-dire qu'on peut passer son temps à s'informer, mais on se rend compte aussi du pouvoir de la fiction dans la capacité à changer les représentations. Un exemple qui a été très parlant il y a 2 ans et qui a irrigué certaines actions autour de l'environnement ensuite, c'était le film Don't Look Up sur Netflix, qui a parlé à énormément de personnes. Et Don't Look Up, c'est finalement, ça a été un condensé de ce qui peut se dire dans le débat public autrement. Donc l'information de qualité sur les enjeux environnementaux est importante. On a aussi besoin de fiction de qualité sur les enjeux environnementaux, de manière au fond à créer des résonances et de pousser à l'action. C'est la répétition d'un message et son appropriation qui permet le passage à l'action. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure cette table ronde. Enfin, j'ai envie d'ajouter 2 autres mots. Vous avez du pouvoir, et abonnez-vous à nos comptes. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus, c'était très intéressant et c'est agréable de finir sur des paroles encourageantes. Du coup, merci beaucoup et on va laisser la place à la 2e conférence, mais n'hésitez pas à aller voir les contenus des différents invités qui étaient là. Et voilà, merci pour votre présence. Merci à vous. Au revoir.